pour arriver à redevenir la personne la plus innocente qui soit, en fait. Innocente dans le sens, on va dire, dans le beau sens du terme, hein, pas la personne naïve, mais cette innocence primordiale, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc c'est une belle aventure dans le cadre du couple, et parce que le couple permet cette aventure-là. Vous ne pouvez pas faire ça avec quelqu'un que vous rencontrez de temps en temps, que vous voyez de temps en temps. Il faut vivre vraiment en couple pour arriver à faire ça, parce qu'il faut se connaître à fond. Il faut parler profondément avec l'autre. Il faut arriver à vivre une union. Pour vivre une union et se relâcher, se donner complètement à l'autre, il faut avoir absolument confiance dans l'autre. Vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe qui. Vous voyez? Donc ça, c'est un travail. Enfin, c'est un travail, proprement dit, mais voilà. Et ça se fait pas. C'est pas facile d'arriver à cet état-là, en fait. Mais des fois, il arrive qu'on rencontre personne. Il y a une intimité tellement importante qu'on peut arriver à trouver des états particuliers. Voilà, ça, on peut l'expliquer pourquoi, je peux vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça, mais ça peut arriver avec des personnes parce qu'elles ont déjà fait un travail énorme sur elles et puis ça marche bien. Alors j'avance. Alors là je vais reparler pour certaines personnes qui étaient à la conférence du mois dernier de Lilith, parce que c'est un sujet important et je vais l'approfondir cette fois-ci puisqu'on est vraiment complètement dedans. Alors, vous connaissez tous l'histoire d'Adam et Ève, hein, je suppose, plus ou moins. Oui? Oui, à peu près. Qui c'est qui connaît Lilith? Oui? Il y a quelques-unes qui connaissent? Ok. Alors, Lilith, elle a été un peu mise de côté dans la religion parce qu'elle embarrasse beaucoup certaines religions. Pourquoi? Parce que Lilith, c'est la première femme. Elle est arrivée avant Ève. Et Lilith, c'est la femme, on l'appelle la femme sauvage, la femme chamane. C'est elle qui est capable de parler aux éléments, aux animaux, de communiquer avec la nature. C'est elle qui est capable de faire l'amour tous les jours, sans limite. C'est elle qui est pleine de vie, qui est joyeuse, qui est absolument rayonnante. Et Adam, qui voit cette Lilith, en fait, il est fou amoureux d'elle. Absolument fou amoureux d'elle. Et parce qu'elle est merveilleuse, cette Lilith. C'est vraiment la femme accomplie totale. Mais on ne peut pas la contrôler, Lilith. C'est ça le problème. On ne peut pas la contrôler. Et Adam, au bout d'un moment, il en a un peu marre. Parce qu'il a très peur, en fait, qu'elle parte avec quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a que lui. Hein. Mais bon, il s'imagine des trucs, quoi. Il a très peur de la perdre, quoi. Il veut la posséder, il veut absolument qu'elle reste avec lui, il ne se sent pas trop à la hauteur. Alors il n'en peut plus, Adam. Donc qu'est-ce qu'il va? Il va voir le père, et son père il lui dit, ben voilà, est-ce que tu pourrais me fabriquer une femme qui me corresponde davantage, quoi. Alors il y a une blague avec ça, qui est, je vous la dis parce que elle est pas rigolote, mais je vous la dis quand même. Alors il lui dit, ok, ben écoute, je peux te fabriquer une femme, il me faut plusieurs parties de ton corps. Il me faut un œil, en fait, il me faut un morceau à moitié de ton poumon, il me faut un de tes doigts, et il me faut une côte. Et Adam réfléchit, il dit, ouais, ok, et avec ça je peux avoir une femme parfaite. Ah ouais, super parfaite, ok, d'accord. Et pour une côte, je peux avoir quoi? Et donc, en fait, Ève va naître de la côte d'Adam. Et Ève, qui c'est? Ève, c'est la femme soumise. D'accord? C'est la femme soumise aux hommes. C'est celle qu'on va avoir depuis cette époque-là. Et qui va avoir mis de côté tout son aspect Lilith, en fait. Tout son aspect sauvage, chamanique et autres. Tout son aspect sexuel aussi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? C'est-à-dire que, ok, Adam est content d'avoir Ève, mais en fait, il n'est pas si content que ça parce que Ève n'a pas le rayonnement de Lilith. Et donc, il va pas être sympa avec Ève. Il va lui en vouloir. Parce qu'en même temps, il veut qu'elle soit Lilith, et en même temps, il a peur, en fait. Vous voyez, il est un petit peu coincé entre ces deux mouvements-là. Donc, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va mettre Ève à la maison, elle va s'occuper des enfants,
elle va lui faire manger, elle va faire tout ce qu'il y a à faire, et puis il va aller voir Lilith en cachette. Parce qu'avec Lilith, il s'éclate. D'accord? Mais Lilith l'insécurise complètement. D'accord? Et Ève, qui vit ce truc-là, en fait, elle n'est pas très heureuse non plus. Donc quand on est dans le patriarcat, quand on est dans le mouvement de patriarcat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Parce qu'Ève, elle sait qu'elle n'est pas entière. On la prive d'être comme Lilith, en fait, pour plaire à l'homme. Donc, elle a plusieurs choix. Soit elle va se soumettre à l'homme. Elle va être complètement soumise, et puis elle va faire ce qu'on lui dit de faire. Soit elle va dire, bien, puisqu'on me donne cette place-là, je vais le faire, mais avec beaucoup d'énergie, en fait. Je vais être plus fort qu'un homme. Et donc, ça va être une femme qui va représenter les femmes et qui va dire aux autres femmes qu'est-ce qu'il faut faire. Elle va écouter la règle de l'homme. Elle va être la garante de faire exactement comme l'homme lui dit de faire. Celle qui va porter l'ordre et la règle de l'homme. Et elle est prête à aller loin pour ça. Elle est prête à faire inciser ses enfants, elle est prête à leur mettre une burqa dessus, elle est prête à faire plein de choses. Elle va devenir fanatique. Vous voyez? Elle a d'autres choix aussi. Elle peut aussi devenir une femme castratrice. Vous voyez, elle va exprimer sa colère à travers ses enfants. Elle va les castrer, ses enfants, pour se venger de l'homme, de ce qu'il lui a fait. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Vous voyez? Et donc, ça va donner une guerre des sexes entre l'homme et la femme, et qui dure depuis la nuit des temps. Voilà, on en est là, en gros, en fait. Hein. On n'a pas trop avancé là-dessus. Hein, on en est là. Et l'homme, là-dedans, qu'est-ce qu'il va devenir? Ben, l'homme, déjà, il est un peu perdu depuis que le patriarcat est tombé, en fait. Il est un peu perdu avec tout ça, puisqu'avant, c'était facile. En fait, on lui disait exactement quoi faire. Il avait tout était bien rangé, bien redonné. Maintenant, il est un peu perdu parce que l'élite se réveille, en fait. Elles se réveillent, elles veulent leur émancipation, mais encore, elles sont quand même pas mal conditionnées, parce qu'elles ne connaissent pas cette histoire-là, en fait. Parce que si jamais elles montrent trop que leur besoin sexuel ou leur envie d'émancipation, rappelez-vous, les femmes comme Lilith, ceux qui osaient se rebeller à l'époque, elles étaient brûlées, on leur jetait des cailloux dessus, on les tuait à coups de cailloux dans certains pays, hein, on les emprisonnait. Donc c'est pas facile, vous voyez, d'être une femme dans le monde d'hommes. Vous voyez, c'est compliqué. Donc là aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Elles peuvent se libérer davantage, mais quand même, il y a quand même tout le poids ancestral qui est là. Et les hommes aussi sont prisonniers de leur virilité, parce que les hommes, on leur a appris à être virils. Et ça commence tout petit. Tout petit, il y a une compétition sur la longueur du sexe, sur la capacité à séduire les femmes, sur qui c'est qui est plus fort que toi. Et on vit ça depuis qu'on est enfant, hein, sans s'en rendre compte, on est dedans en fait. Et on essaie de montrer aux autres hommes qu'on est viril, parce que si on ne montre pas aux autres hommes qu'on est viril, on risque d'être rejeté ou agressé. Enfin, il y a beaucoup de problèmes avec ça. Vous voyez, donc on va chercher à montrer qu'on est viril. Voilà. Et on va être très très maladroit. Vous savez, la fameuse zone grise qu'on parle, vous avez entendu, cette fameuse zone grise, on en parle de plus en plus aujourd'hui. C'est quoi la fameuse zone grise? C'est la différence entre un rapport consenti et un viol, en fait. C'est quand la femme dit non et que l'homme prend ça pour un oui, et qui va forcer un petit peu. Et la femme, au bout d'un moment, elle va dire, bon, allez, vas-y, c'est bon, quoi. Vous connaissez ça? Hein? Je pense que c'est un sujet assez important, on a tous plus ou moins connu. Pour faire plaisir à l'homme, on dit ok, d'accord. Et l'homme, lui, il croit que c'est comme ça qu'il faut faire. Il croit ça parce qu'il a vu ça dans les séries télé. Sa relation sexuelle, ça a été quoi? Ça a été les récits vantards des plus grands que lui. Ça a été, aujourd'hui, c'est les films porno. Donc en fait, il a l'impression que s'il n'est pas viril, il va être rejeté de la femme et rejeté des hommes. Donc il va forcer un petit peu, même si des fois ça ne lui fait pas trop envie, mais il va forcer parce qu'il se dit, si je ne force pas, en fait, ben, elle va me rejeter. Elle va croire que je ne suis pas viril, elle va me rejeter. Et c'est un quiproquo hallucinant, en fait. Hein. On a tous vécu plus ou moins ça.
Et pourquoi? Parce qu'on n'a aucune communication sur la sexualité. On ne sait pas ce que c'est. On apprend ça à travers la télé, on parle pas, les parents n'en parlent pas trop. C'est un sujet tabou, donc on ne sait pas ce que c'est que la sexualité. On apprend comme on peut. Et on fait un petit peu n'importe quoi. Vous voyez? On ne veut pas que notre femme soit totalement libérée sexuellement parce que, oula, danger. Et ainsi de suite. Par contre, nous, on veut bien y aller. On veut bien être libéré sexuellement. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'hypocrisie, de malentendus, de quiproquos. C'est pour ça que le tantra, c'est intéressant parce que ça remet tout un petit peu à sa place. C'est comme une éducation sexuelle aussi, le tantra. On apprend à aimer l'autre dans tout ce qu'il est, et pas simplement une partie de la personne. On permet, le mot permettre n'est pas intéressant, mais on dit à sa compagne, vas-y, éclate-toi. Vis tout ce que tu as besoin de vivre, vas-y, vis-le. On va le vivre ensemble et on va y aller. Vous voyez? Donc, on est aussi dans une culture qui encourage la non-frustration et le jetable, ça aussi. On est rentré on a mis le niveau dessus maintenant. Donc maintenant, vous avez vu sur les sites, tout ça, on prend les gens, on les jette, voilà, il n'y a plus de sentiments, voilà, c'est du jetable, il faut que ça aille vite, il faut avoir du plaisir. Et l'amour là-dedans, c'est pas trouver sa place en fait. Et vous avez tous remarqué que la sexualité sans amour, c'est pas vraiment génial. C'est pas vraiment génial en fait. C'est sympa, on a du plaisir, mais c'est pas. Quand vous avez connu l'amour, vous voyez que c'est vraiment autre chose. Ok? Donc cette non-compréhension du tantra a engendré une guerre plus ou moins silencieuse entre le masculin et le féminin. Voilà, ça c'est clair, et ça dure depuis longtemps. Donc, l'amour et la sexualité. Alors, dans le tantra, on ne s'est pas dit exactement comme ça, mais on va dire que la sexualité appartient à deux niveaux, une partie animale. Le corps, c'est l'animal, d'accord? Et la partie esprit, c'est l'ange. Je vais l'appeler l'ange, en fait. Quelque chose de beaucoup plus élevé. Et un être humain, c'est exactement le mélange entre un ange et un animal. C'est ni un animal, ni un ange. C'est vraiment pile poil entre les deux. Donc notre sexualité est un peu bizarre. Enfin, elle n'est pas bizarre, elle est diversifiée, en fait. Donc sur le plan cellulaire, il y a déjà de la sexualité. La vie, elle a deux manières de s'exprimer. Soit, au niveau de la cellule, elle va créer des cellules immortelles. Alors, vous savez où on trouve des cellules immortelles? À quel endroit on les trouve? Oui? Non. Non. En fait, on les trouve dans les milieux inhospitaliers. Dans les volcans, où il fait très très froid. Là où les milieux sont très inhospitaliers, la cellule, en fait, va devenir immortelle. Rappelez-vous de ça parce que c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Par contre, les milieux qui sont hospitaliers, la cellule va choisir la reproduction, en fait. Elle va chercher à se reproduire, parce qu'on ne risque rien. Et donc, elle va transmettre génétiquement à la cellule suivante, en fait, tout son génome, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on fait des enfants, on est conditionné. Quand vous voulez avoir des enfants, en fait, c'est au niveau cellulaire, c'est pas vous qui contrôlez, c'est la cellule. Hein, c'est au niveau de l'espèce. D'accord? Quand vous faites un cancer, c'est quoi un cancer? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un cancer? Vos cellules, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ouais, elles deviennent immortelles, en fait. D'accord? Elles deviennent immortelles, vos cellules. Pourquoi? Elles deviennent immortelles parce que votre environnement devient inhospitalier. Et oui. Parce qu'en fait, vous produisez tellement d'acide dans votre corps que votre environnement devient inhospitalier. Donc, à un moment donné, la cellule devient immortelle. Donc, immortelle, ça veut dire qu'elle se multiplie sans s'arrêter, à l'infini, pour pouvoir s'en sortir. Ok? Et donc, elle vous tue. Donc, je vous donne la solution à la problématique. Si vous ne voulez pas avoir de cancer, faites en sorte de ne pas avoir un corps inhospitalier. Et comment on fait? La première chose, c'est la nourriture. Si vous mangez une nourriture vous avez une nourriture qui est basique et une nourriture qui est acide. Si vous mangez beaucoup trop d'acidité, votre corps est toujours en lutte. Au moment donné, il peut déclencher un cancer. Quand ça va trop loin.
Ça, vous rajoutez ça, les pollutions différentes avec les différents minéraux, avec les ondes et tout ça, en fait, votre corps, il est toujours en surchauffe. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait une génération de plus en plus de cancers, parce qu'en fait, on est plus tellement pollué autour de nous et à l'intérieur de nous, qu'en fait, votre corps, il change, votre cellule se met en position de sécurité, en fait. Et ça nous tue. Et c'est intéressant parce que vous pouvez voir qu'au niveau sociétal, ça se passe exactement de la même manière. C'est-à-dire que quand l'harmonie disparaît dans votre corps, imaginez que nous sommes des cellules. Quand nos cellules, c'est-à-dire nous ne sommes plus en harmonie, en fait, okay, parce qu'il y a une problématique, en fait, on crée aussi un cancer. Et le cancer, ça peut être représenté aujourd'hui par des gens complètement déconnectés de la réalité. Et qui détruit tout l'environnement. Je vous fais penser à qui? Non? Vous ne voyez pas? Qui c'est qui est absolument complètement déconnecté de la réalité et qui détruit le monde actuellement? C'est qui? Des gens, on va dire nos élites. Nos élites qui vivent complètement déconnectées du groupe, en fait. Complètement déconnectés. Et donc, en fait, ils font n'importe quoi. Et ils arrivent à faire ça, pourquoi? Parce que les cellules, toutes les cellules ne sont plus en harmonie, en fait. Elles ne communiquent plus entre elles. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de fraternité. Et donc, quand il n'y a plus de fraternité, quand une entité ne fonctionne plus bien, qu'elle n'est plus liée à la nature, mais la nature envoie un cancer pour la faire partir. Okay, et le cancer, chez nous, au niveau sociétal, c'est, on va dire, des personnes, nos fameuses élites, qui sont complètement déconnectées et qui continuent à faire. Alors, vous avez le système, qu'on appelle ça, notre système de survie qui essaie de les attaquer, hein, les gilets jaunes, on va rigoler. Mais bon, ils ne sont pas assez puissants, donc ça ne marche pas. Vous voyez, mais quand il n'y a plus de connexion dans l'organisme, en fait, il s'autodétruit. C'est intéressant. Vous voyez, en fait, tout est analogie. Vous trouvez ça, analogie à tous les niveaux. Quand vous comprenez comment un truc fonctionne, ça fonctionne à tous les niveaux pareil. C'est ça qui est intéressant, en fait. Donc, sur le plan animal et végétal, c'est le désir instinctif primaire et irrésistible de s'approprier le corps de l'autre, de le manger, de le dévorer. Vous savez, le lion, il adore dévorer la gazelle. Il est en état d'extase, pratiquement. Quand vous mangez, ça vous procure un certain plaisir. Voilà, dans la sexualité, quand vous avez envie de manger l'autre, hein, c'est l'animal en vous qui s'exprime. Et c'est un sentiment très intéressant, en fait. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très puissant, quoi. C'est de vouloir dévorer l'autre. Oui. Ça veut dire l'incorporer à soi. C'est de l'amour, encore une fois. C'est un amour, on va dire, c'est pas le grand amour inconditionnel, mais c'est une forme d'amour. Je veux t'incorporer à moi. Je t'aime tellement. La passion, c'est ça. Je veux t'incorporer à moi, en fait. Je veux que tu rentres à moi. J'ai envie de te manger. Ou être mangé aussi. Hein. Le plaisir d'être mangé. Le plaisir de s'abandonner totalement à l'autre. C'est la gazelle qui s'abandonne au lion. Au moment donné où elle sait que c'est fini, elle s'abandonne. Et là, elle vit un état d'extase, en fait. L'abandon total. Et ça, on le retrouve aussi dans la relation sexuelle. C'est quelque chose qu'on connaît tous, plus ou moins. Vous voyez? Ça, c'est important. Il ne faut pas le mettre de côté. C'est la partie animale. C'est la partie animale qui vous procure ça. Et ça, c'est lié au sens du toucher, du goût et de l'odorat, en fait. L'animal, c'est le goût, le toucher et l'odorat. C'est l'essence de l'animal. Donc si c'est des choses qui sont très importantes pour vous, ces trois aspects-là, ben, c'est l'animal qui parle, le végétal qui parle à travers vous. Pour la partie haute, pour plutôt la partie humaine, ça va être l'ouïe et la vue. D'accord? Donc les fantasmes, tous ces aspects-là, l'imagination, regarder quelqu'un, l'écouter. Ça, c'est la partie beaucoup plus mentale, beaucoup plus humaine. Donc c'est plus centré, ces parties-là sont plus centrées sur l'individu. L'individu qui veut connaître le plaisir et s'émanciper. La première partie, c'est reproduire l'espèce, en fait.
Hein, je veux reproduire, que l'espèce se reproduise. C'est le parti cellulaire, animal, je veux que l'espèce se reproduise. Là, on n'est plus dans l'animal, on est plutôt dans l'humain ange, où là, on veut prendre du plaisir à vivre, en fait. Il n'y a plus besoin de procréer. Et vous savez que les animaux, oui, tous les animaux, en fait, ont des périodes de rut. Hein, donc, eux, ils ne peuvent s'accoupler qu'à certains moments. Le reste du temps, ça ne les intéresse pas du tout. Nous, non, on n'est pas comme ça. On peut s'accoupler tout le temps. Et on a seule espèce animale qui peut s'accoupler tout le temps. Et les femmes, beaucoup plus que les hommes. Nous, on est un peu limités. Donc, vous avez l'amour fou ou la passion. Ça, c'est aussi une partie de l'être humain. C'est la personne est amoureuse, obsédée d'un objet. Je dis bien d'un objet. Une forme sensuelle, elle désire le posséder. Elle désire le posséder. Amour d'une forme spécifique. Je vois un beau corps, j'ai envie qu'il m'appartienne. Je veux cet objet pour moi, en fait. Ok ? C'est ça qui est le plus important pour moi. Donc la personnalité, c'est pas important. C'est la forme qui est importante. Le désir charnel, c'est la personne éprouve une envie de sensation en rapport à cet objet. Donc c'est l'amour de la sensation. Je veux que cette personne m'apporte de la sensation. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important pour moi. Si elle m'apporte de la sensation, je suis heureux. Donc je suis amoureux de la sensation, pas de la personne. C'est le désir charnel, ça. Dans ces deux types d'amour, on ne tient pas compte de l'autre. C'est mon plaisir avant tout. Donc c'est un amour un petit peu égoïste. Vous voyez ? Et puis vous avez l'amour raisonné. C'est un amour beaucoup plus respectueux, où la compréhension, le respect de l'autre entre en jeu et vient équilibrer les approches précédentes. C'est-à-dire là, on commence à prendre conscience que l'autre est un être humain, qu'il est comme nous, qu'il a des sentiments. Et là, en fait, on veut quand même son bien. Donc on raisonne, en fait. On a des sentiments aussi pour la personne. Vous voyez ? C'est pas que notre propre plaisir, on veut aussi le plaisir de l'autre. C'est déjà un niveau un peu plus au-dessus. Et pour finir, vous avez l'amour énergétique. C'est-à-dire que ça, c'est plus influence de la partie angélique. Les anges n'ont pas de corps physique. Donc, la sexualité chez l'ange, c'est énergétique. Et quand vous avez accès à cet aspect énergétique chez vous, donc vous cherchez à vous connecter à l'autre sur le plan énergétique à travers